bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bière Patrie. Aujourd'hui dans le podcast, je ne reçois pas un invité mais une invitée. Si vous êtes fidèle à La Bière Patrie, vous avez probablement déjà entendu sa voix. Elle est venue nous rendre visite dans le premier épisode de la 4e saison. Lors de cette première expérience, elle était accompagnée de ses collègues de visitebrasserie.be et j'avais promis que si elle voulait parler plus longuement de ses activités personnelles, elle était la bienvenue pour un épisode qui lui serait entièrement dédié. Voilà chose faite. Bonjour Hélène. Bonjour et merci de me recevoir. Ouais, c'est un plaisir et j'aime bien comme ça quand il y a suite on a fait une proposition et de suite tu as dit qu'il y avait pas de souci, donc c'est vraiment chouette. Bah oui, parfait. En tout cas, plaisir partagé. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si tu as déjà écouté des podcasts, un de mes podcasts autre que celui de visitebrasserie.be. Pas beaucoup. Je sais que j'ai écouté celui avec Matt. Oui. Je crois que j'en ai écouté un autre, mais souvent je démarre ça quand je fais l'une ou l'autre activité à la maison et je passe à autre chose, donc voilà. C'est pas un souci, c'est pas pour te mettre dans l'embarras, c'est juste pour savoir si tu connaissais l'existence de l'interview Si tu n'avais. Du coup, j'espère que tu ne t'es pas préparé, comme ça j'aurais. Non, je ne suis pas préparée. Je n'ai rien réécouté juste avant. Voilà. Extraordinaire. Donc je vais avoir les bonnes, les vraies réponses, celles qui viennent directement. Oui. En direct, si on peut le dire comme ça. Écoute, je lance le petit jingle et on se retrouve avec l'interview Si tu n'avais. Donc l'interview Si tu n'avais, 5 questions identiques pour tous les intervenants, tous les invités et invités. Donc je commence avec la première. Si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait? Alors j'hésite entre deux. Soit ce serait une Göstilken, oui. Soit ce serait une Sorachi S-Bitter de la brasserie Montsalève à 2,5%. D'accord, ok. Alors j'en connais très bien une, l'autre pas du tout. Enfin, je connais la brasserie Montsalève, mais je ne connaissais pas. Donc j'essaierai de goûter un jour si j'ai l'opportunité. Je ne sais pas s'ils la font encore. Ça fait voilà, c'est une. Moi, je l'avais goûté il y a très 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 longtemps et je crois qu'ils la font plus ou ils la refont parfois, mais à suivre. D'accord. Si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait? La brasserie de la Seine. Oui, d'accord. On aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard dans le podcast. Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait? Alors, je peux pas dire la Belgique parce que j'y suis, donc je peux le visiter. Enfin, je pourrais, mais j'ai envie de dire autre chose. Pas de souci. J'ai très envie d'aller au Canada. Oui. Voilà, sauf qu'il faudra plusieurs semaines, mais voilà. Oui, parce que c'est un peu idiot d'aller pour 5 jours. Hein. Il faut c'est ça. faut pouvoir profiter. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait? Ça c'est plus dur. Peut-être une Guldenberg. D'accord. De la brasserie de Rank, pour ne pas reciter une Zinebière de la brasserie de la Seine. L'idée de blonde qui est à la fois douce, amère, avec un bel équilibre et qui peut un peu faire ouvrir le monde des bières artisanales à certaines personnes. Ok, super. Et alors, si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait? Ce serait un atelier dégustation où c'est pas moi qui l'anime. D'accord, voilà, oui. Surtout, je rêve de pouvoir participer, et donc échanger avec les autres personnes qui dégustent la même bière. Ok, super. Bah voilà, tu vois, les 5 questions sont passées très vite. Ben oui. T'avais bien, enfin non, du coup t'avais pas préparé. Mais ça s'est bien passé. Je relance le petit jingle et on arrive à la première bière en fait.
Alors j'en ai profité du jingle, j'y arriverai, pour ouvrir la première bière parce qu'il y avait. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai choisi aujourd'hui 2 bières avec de la cire autour de la capsule. Et alors c'est parfois un peu galère d'ouvrir ce genre de bière. Donc voilà, je vais servir directement devant le micro et on reparle de la bière juste après. Voilà, je te donne déjà Merci. le premier verre. Hop là, je la remets si tu veux là au milieu, comme ça, si tu veux reprendre ou si tu veux lire. Alors, j'ai choisi cette bière. Alors, je l'avais en cave. J'ai choisi cette bière parce que quand tu étais venu dans l'épisode précédent, tu m'avais apporté une délicieuse gueuse de chez Dansard, Brussels Beer Project, mais leur projet Dansard. Et donc je me suis dit, allons vers ce genre de bière. Je t'avoue que c'est la première fois que je la goûte, donc c'est une première pour moi aussi. J'ai choisi cette bière-là. Alors c'est une bière, je le dirai après, ou je peux le dire même maintenant. C'est une bière originaire de l'Oregon, donc la ville s'appelle Bend et c'est, je suis même pas sûr que ça se prononce comme ça, mais B-E-N-D. Et donc c'est aux États-Unis. La bière s'appelle The Ages. The Ages, exactement, 7,4% d'alcool. Et alors la brasserie, alors c'est assez bizarre, mais j'ai vraiment voulu faire le travail d'aller voir comment ça se prononçait parce que j'étais vraiment pas sûr de la prononciation de cette brasserie. Et alors surprise, sur leur site internet, ils insistent sur la prononciation. En fait, ils écrivent eux-mêmes comment prononcer le nom de la brasserie, et donc ça se prononce Deschutes, D-A, alors ils mettent un tiret, S-H-O-O-T-Z. Donc tu vois, moi j'aurais, donc ça s'écrit, le nom de la brasserie c'est D-E-S-C-H-U-T-E-S. Donc je ne savais vraiment pas comment le prononcer, donc voilà, j'ai été voir et à mon avis j'étais pas le seul parce qu'ils l'ont directement inscrit sur sur le site internet. Alors c'est une bière. Alors ils le mettent aspiré de la gueuse. On en a un peu débattu hors micro. C'est un peu bizarre de mettre ça. Alors on sait pourquoi ils mettent aspiré de la gueuse, parce que le mot est protégé, donc ils ne peuvent pas dire gueuse. C'est vrai que tu me disais que c'était un peu bizarre. Toi, tu aurais mis un autre terme. Enfin, tu aurais peut-être choisi un autre terme. Oui, c'est ça a priori. Donc moi, je découvre la bière aussi ici que Karech a choisi pour nous pour le podcast. On parle de fermentation spontanée en général. Donc on pourrait avoir wild ou spontaneous. Donc ouais. Première lecture, je me dis tiens, pourquoi et puis après en lisant un peu plus, ils mettent qu'il y a vraiment un assemblage de bières d'âges différents. C'est ça. Et ça, donc en plus d'avoir le côté fermentation spontanée, il y a le côté assemblage qui est en effet quand même très lié à la gueuse. Donc je pense que c'est ça qui les a motivés. Et en effet, il y a très 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 peu de styles de bières qui sont protégés par des labels ou des appellations. C'est le cas de la Oude de Gueuze, Oude de Kriek, donc il faut qu'il y ait le petit Oude est vraiment protégé par un label européen, et c'est le cas aussi de bières de la région de Munich, etc. Donc il ne pouvait pas. Oui. Alors je ne sais pas si tu as eu déjà l'occasion de le mettre, de mettre la bière au nez. Sur la bouteille, il nous dit brasset sauvage débordant d'ester fruité. En effet, elle est ultra fruitée. Ouais, elle est vraiment très très fruitée. Alors, au visuel, on est sur une bière dorée. C'est une belle couleur de bière. Alors on n'a pas secoué la bouteille, et là quand on a versé nos 2 petits verres de dégustation, on n'a qu'une demi-bouteille vidée, quoi, je vais dire. Ouais. Donc il se peut qu'il y ait des levures dans le fond. Ici elle est relativement elle est bien claire. Elle est bien claire, et
c'est vraiment les bulles, moi, c'est assez joli vu qu'on a vraiment beaucoup de petites bulles. Je suis curieuse de tester l'effervescence en bouche. Elle a l'air très vive. Hein. Ouais, c'est ça. Et pour alors je vais dire une gueule, on vient d'en parler, hein, mais pour une bière sauvage, la mousse reste quand même pas mal. Alors certainement entretenue un peu par ces fines bulles, mais ça reste quand même pas mal sur le pourtour du verre. Ouais, on a vraiment le collier qui reste. Alors, il parle de saveur acidulée de poire et de poivre blanc. Au nez, je trouve que la poire, on la retrouve bien. Oui. Après, moi, j'aurais dit un peu abricot aussi. Mais, d'accord, oui. Voilà. En tout cas, c'est les notes très ester comme ils le mettent. Ouais. C'est vrai que c'est très, très, très fruité. Plus, je trouve que ce qu'on peut retrouver ici parfois sur nos gueuses, justement. Hein. On va être un peu chauvin, mais c'est très, très marqué, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils expliquent qu'il y a une levure? Alors, c'est toi qui as plus lu. Je t'avoue que je ne l'ai pas vu sur la bouteille. Parle pas. Et ou ce que le fût aurait pu contenir. Le souci, c'est que j'ai été voir sur leur site internet. Ici, c'est une bière de 2020, donc elle n'apparaît plus en tant que telle sur. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas trouvée. Je t'avoue que j'ai pas la réponse. Alors, on va dire que a priori, au nez, en tout cas, avoir des esters comme ça, il faut une autre levure que juste une fermentation spontanée classique, quoi. Je te propose de la goûter. On va goûter ça. Santé à vous. Santé. Alors, je sais pas ce que tu vas en penser. Je vais d'ailleurs te laisser parler. Je te dirai mon ressenti directement après. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors honnêtement, au nez, on l'avait pas dit, mais il y a quand même le côté alcooleux est quand même bien présent, avec un très 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 léger solvant, mais qu'on a généralement dans ce type de bière, donc ça c'est normal. Et en bouche, je l'ai pas retrouvé. J'ai pas du tout eu ce côté ni trop chaud ni trop collant qu'on peut avoir dans certaines bières qui seraient fortes en alcool. Bon, en effet, elle est à 7,5, mais en tout cas là-dessus, au nez, on a plus un nez d'une bière forte qu'on ne retrouve pas en bouche. Donc ça, c'est plutôt agréable parce que elle m'a paru fraîche du coup. C'est vrai. Et pareil avec l'effervescence, on a un visuel avec pas mal de bulles et c'est pas du tout agressif en bouche, c'est vraiment un petit c'est ça que t'allais dire. Je souris bêtement en fait, ouais. Je m'excuse, c'est pour ça que je t'ai dit je vais te laisser parler, c'est parce que je pensais exactement ce que tu viens de dire, le visuel est plus intense que ce qu'on a retrouvé en bouche en termes de pétillance. Mais c'est voilà, enfin moi en tout cas ça ne me dérange pas, parce qu'en bouche on a le fruit par contre qui est toujours là, très très présent, qui revient. On a les petites notes maltées un peu céréalières qui sont discrètes derrière pour faire un peu le support aux fruits. Donc en tout cas, première gorgée très agréable. Je reteste. Oui, et on retrouve évidemment quand même le côté sauvage qu'on peut justement retrouver dans une gueuse. C'est très agréable. Moi, je mets une petite réserve, enfin pas une réserve, mais je suis à moitié d'accord avec toi sur le côté alcool. Alors, je sais pas si c'est parce que, je te l'avoue, je n'ai pas encore mangé aujourd'hui, donc peut-être que je retrouve ça un peu plus fort. Mais moi, quand j'ai avalé, je trouve que le côté alcool qui réchauffe un petit peu, je l'ai un petit peu après tout. Mais voilà, je trouve que c'est quand même relativement bien équilibré. Tout ce qui est côté fruité, je trouve prend quand même le dessus sur le reste. Mais enfin moi je la trouve agréable à déguster en tout cas. Oui, elle est agréable, elle est légèrement astringente, mais de nouveau ça fait vraiment partie de ce style-là, donc très très agréable. Oui. C'est vraiment une bière de dégustation, quoi, boire. C'est exactement calmement ça. avec modération. Et on va voir un peu en se réchauffant ce qu'elle va nous réserver. Oui, parce que du coup celle-ci était bien fraîche, on l'a sortie du frigo. C'est vrai qu'elle va probablement se réchauffer au fur et à mesure et tu as raison, on verra ce que ça va donner.
Juste un petit mot sur la brasserie, quand même une brasserie de 1988, donc c'est pas d'hier. Alors je n'ai pas noté, j'ai pas noté la croissance parce que en somme, on n'a pas spécialement besoin de le savoir ici aujourd'hui dans le podcast, mais apparemment ils ont commencé petits et ils sont ultra développés. Donc je pense que c'est une belle brasserie au jour d'aujourd'hui. Et alors simplement le nom a été donné par le nom de la rivière qui passe là tout près de la brasserie. D'accord, j'allais te demander comme ils font, ça leur tient à cœur de bien prononcer, c'est que c'est un nom choisi, voilà, ouais. La rivière. Okay. Donc c'est la rivière qui passe là, pas très loin. Alors j'ai vu des photos, je pense qu'elle est même juste à côté de la rivière, la brasserie, mais voilà, j'ai pas été sur place, je te l'avoue. Donc je ne suis pas sûr de moi, c'est juste sur les photos. Je te propose de passer à la discussion autour de l'invité, juste après les jingles. Alors, ma chère Hélène, est-ce que tu peux nous dire dans quel domaine professionnel tu évoluais avant de rentrer dans la sphère brassicole ? Je ne sais pas si tu veux bien en parler ou pas. Oui, aucun problème, et ça fait partie de mon parcours et ça m'a quand même donné quelques outils pour où je suis aujourd'hui. Donc moi, pendant 14 ans, je pense, oui, ça doit faire ça, j'ai travaillé comme employée dans le secteur bancaire. D'accord. Où j'ai travaillé d'abord dans le secteur des fonds d'investissement. Voilà, donc un travail de bureau relativement classique. Après ça, toujours dans la même société, je suis passée plutôt au côté informatique, donc un peu en IT, où là j'ai fait ce qu'ils appellent designer de programmes informatiques. Donc voilà, c'est mettre à jour des systèmes pour qu'ils répondent au mieux aux besoins des utilisateurs. Pourquoi je disais que ça m'a été utile ? Déjà, ça permet d'apprendre plein d'outils de gestion de projet ou de gestion de stress qui sont utiles dans la création d'entreprises par la suite. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir fait ce parcours-là. Après, à un moment donné, on va dire que la pression de ce système ne m'a plus convenu. Oui. Exactement. Je comprends très bien ce genre de réflexion. On va de suite revenir au côté bière. C'est quoi ton tout premier souvenir lié à la bière ? Et éventuellement, si c'est une dégustation, si tu te rappelles de la toute première dégustation de bière. En fait, je me rappelle pas. Je me rappelle de quelques points marquants dans mon parcours. Je parlais la dernière fois, en effet, de ma dégustation à la brasserie Sainte-Hélène. C'est la question d'après. C'est ça. Alors, je la garde pour après. Et avant ça, alors je vais plutôt parler d'un souvenir d'une bière de bien avant que je sois dans. Je me suis pas trop intéressée à la bière avant, voilà, on va dire mes 25 ans, où j'ai rencontré des personnes qui aimaient la bière artisanale, qui m'ont fait découvrir, etc. Mais sinon, comme moi j'étais ado, j'ai un souvenir de la griotte de la brasserie des Fagnes, qui évidemment, quand j'en la rebois aujourd'hui, n'a plus du tout la même saveur, si on peut dire, qu'à l'époque. Mais c'était ce côté, en tout cas, cerise, un peu kirsch confite, amande, qu'on retrouve quand même dans certaines criques aujourd'hui, qui m'a marqué et que j'aimais bien. J'ai grandi à Mariembourg, à côté de la brasserie des Fagnes, donc voilà. Ok, c'est un beau souvenir du coup. Fan de bière depuis longtemps, mais c'est, alors on vient d'en parler, lors d'une visite de la brasserie Sainte-Hélène, le jour de ton anniversaire, si je me rappelle bien, oui. que tout a basculé. Tu peux nous en parler ? Alors c'est vraiment un très beau souvenir parce que j'étais en vacances en camping en Gaume. Alors la Gaume, très très belle région, la petite Provence belge comme disent certains. Et il y avait des portes ouvertes organisées à la brasserie Sainte-Hélène qui n'était pas à Florenville mais qui était à Aeth à ce moment-là. Et donc j'ai été faire la visite guidée. Puis après la visite guidée, on prend un verre. Et puis après, l'ambiance est sympa, donc on prend un deuxième
deuxième verre. Et en fait, il y a un peu tous les brasseurs de la région. Je me souviens avoir vu, il me semble qu'il y avait Catherine et Philippe Mine, il y avait le brasseur de chez Mille Vertus, il y avait des personnes des brasseries Lyon à Plume qui a fermé depuis, qui a pas duré très très longtemps, mais c'était deux jeunes qui avaient lancé ça. Je me souviens de leur blanche houblonnée ou à l'époque. Donc là, on est en 2010, plus ou moins un an, on va dire. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'était l'ambiance entre les brasseurs. D'accord, oui. Vraiment, ce partage, le fait déjà de venir pour soutenir les collègues pour l'événement, et moi, de découvrir, la bière que j'ai goûtée était très très bonne. C'était des blondes plutôt amères, etc., que j'avais pas l'habitude de boire à l'époque. Et donc j'ai vraiment par la suite voulu retrouver un peu cette ambiance conviviale de partage. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Et là j'ai continué à faire d'autres visites de brasseries, d'autres festivals et d'essayer de retrouver cette ambiance de ce monde-là, quoi. Est-ce que tu as déjà estimé plus ou moins combien de brasseries tu as visité ici en Belgique? Alors on n'est peut-être pas forcément à l'unité, peut-être à la dizaine, mais Ça franchement c'est une bonne question. Je sais pas du tout parce que c'est tellement étalé sur pas mal d'années. Beaucoup quand même en France pendant des vacances. Je sais rien, pas tant et tant. Alors, Joker, j'ai pas de chiffres. pas de souci avec ça. On sait que aujourd'hui, alors en Belgique en tout cas, le nombre de brasseries est en recul. Donc on a perdu entre guillemets des brasseries. Tu en as vu disparaître. Ça fait quoi quand on a côtoyé les gens, quand on a vu souvent leur passion, parce que c'est quand même un métier passion. C'est compliqué, je suppose, de temps en temps de voir disparaître ce genre d'établissement. Ici d'ailleurs la brasserie Sainte-Hélène elle vient de fermer, mais je sais pas exactement les raisons, etc. Sur Bruxelles on a No Science aussi qui en Stummelings qui a changé aussi qui a revendu une partie de son installation, etc. Moi, ça me fait penser à deux choses. Déjà que ça reste un métier très difficile et qui a beaucoup changé. On n'est plus aujourd'hui à juste produire une bière et vendre sa bière, ça ne suffit pas entre guillemets. Oui. Et donc se dire j'aime la bière, donc je vais brasser la bière que j'aime, je vais la vendre, point. Malheureusement, c'est pas pour en vivre et que ce soit rentable, les contraintes sont trop importantes et c'est plus suffisant. Et ça c'est difficile parce que on a vraiment, on souhaiterait que tout le monde puisse trouver sa place, puisse trouver les supports dont ils ont besoin, s'entourer des bonnes personnes, etc. Donc voilà, malheureusement c'est toujours un peu cette loi du ouais. Et d'ailleurs, on fait un petit coucou aussi à Atrium qui a fermé. Alors quand le podcast sera diffusé, évidemment, ça fera quand même quelques mois, mais bon, voilà, là, on pense à eux aussi. J'aime beaucoup ce qu'ils faisaient. Enfin, en tout cas, une bonne partie de leur bière. Je peux pas dire que j'ai tout aimé, mais ça c'est juste les goûts. Mais voilà, on pense évidemment aussi à eux. Un paramètre qu'il faut aussi prendre en compte pour le monde brassicole belge, c'est qu'on exporte. Alors, je ne sais pas dans le tout dernier rapport, mais je sais que celui avant, on exporte 70% plus ou moins de tout ce qu'on brasse. Donc évidemment, on dépend énormément aussi des autres. Oui. Donc c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte aussi. Pour revenir à toi, tu t'es formé dans un premier temps à l'IFA PME de Charleroi. Oui. Tu en avais parlé brièvement dans le précédent podcast. Comment s'est passée cette formation et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors c'est une formation qui en effet n'existe plus à mon plus grand désarroi et j'ai appris que même l'IFA PME à Liège, qui était un peu les premiers à avoir lancé la formation Zito, avait du mal à remplir
remplir les bancs. Donc ça, c'est un peu triste. Mais bref, c'est pas la question directement. Non, mais je me permets de t'interrompre, oui. mais c'est vrai qu'il y avait, alors c'est pas de leur faute, c'est de la mienne niveau santé, mais c'est vrai qu'il y avait un podcast qui était normalement prévu avec les deux personnes qui s'occupaient de la brasserie, de la formation en zytologie à Liège, et je continue à dire que c'est mes réseaux de santé qui ont fait que je n'ai pas fait le podcast, mais c'est vrai que ça n'a plus réellement lieu d'être de le faire maintenant, parce que aux dernières nouvelles, en tout cas, c'est vrai qu'elle n'était plus en activité, je vais dire. Oui. Je sais pas comment le dire. Donc, je pense que c'est aussi intéressant, vu que moi j'ai cette casquette formation, on en reparlera un peu plus tard, d'essayer de voir quels sont les besoins et les formations les plus adaptées. Ben c'est peut-être plus ce format-là. Mais moi j'ai adoré. Alors donc moi j'ai fait ça, donc c'est cours du soir sur 1 an et demi. Le lundi soir pour ma part. Et ce qui est intéressant, donc quand on se forme à la zytologie, ce que les gens oublient souvent, c'est que c'est extrêmement large. Donc on va en même temps apprendre l'histoire de la bière, où elle est apparue, comment elle a évolué, la révolution industrielle, l'influence sur les guerres. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez commencé à mettre un doigt dans l'engrenage de l'histoire de la bière, c'est très difficile de faire marche arrière. Donc c'est très sympa, mais c'est très ça prend beaucoup de temps aussi. Donc partie histoire, évidemment fabrication, où là j'ai déjà rencontré pour la première fois les formatrices de l'Institut Meurice, Anne et Laurence, qui allaient à Liège et qui venaient à Charleroi pour faire la partie fabrication de la bière. J'ai eu la chance d'avoir Nathalie Pinson, qui est aussi dans la région de Liège, pour toute la partie accord bière et mets. Donc il y a une grosse partie sommellerie dans la formation, les défauts de la bière, le service. Donc on a pu passer notre BSB inclus dans la formation. Donc c'est très très large. Je suis aujourd'hui encore en contact avec des personnes avec qui j'ai fait la formation, qui sont devenues aussi presque des amis, et ça c'était vraiment important de rencontrer. C'est aussi un des buts quand on fait une formation. Il y a le contenu, mais il y a juste de pouvoir rencontrer des personnes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes visions. Donc ça c'était vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là. C'est super. Tu es allé ensuite, t'as poursuivi ton apprentissage via l'Institut Meurice. Tu en as parlé brièvement. Oui. On en a déjà un petit peu parlé avec Matt Lezito. Matt, on te salue. Je pense que tu es toujours en contact avec lui aussi. Tout à fait. Mais est-ce que tu peux nous dire éventuellement les grosses différences entre les deux formations et ce que l'Institut Meurice a apporté en plus? Alors je vais commencer ma réponse en disant pourquoi j'ai voulu le faire peut-être. Oui. En fait j'avais vraiment ce besoin de comprendre comment la bière était fabriquée, parce que moi je suis beaucoup dans la dégustation, donc on peut sentir que dans cette bière-ci on a un peu de la poire et du poivre ou des notes fruitées, mais ça vient d'où? Ça vient du houblon. Ici non, ça vient de la levure qui produit des esters, et donc pouvoir vraiment un peu décortiquer pour savoir mieux parler, et aussi surtout pouvoir mieux parler avec des brasseurs. Parce qu'il y a quand même des codes, du vocabulaire, des choses qui sont importantes pour pouvoir mieux comprendre les process, pour pouvoir visiter une brasserie et comprendre l'installation. J'avais vraiment envie d'aller un step plus loin par rapport à la fabrication, parce que c'est ça pour moi la grosse différence, c'est que l'Institut Meurice est vraiment lié à la production. Donc on va pas... on a fait peut-être un cours ou quelques heures sur l'histoire, mais c'est pas le sujet de la formation, ni sur le service, etc. C'est vraiment la fabrication. Par contre, on a vu tous les ingrédients en détail, de comment on va cultiver l'orge, comment on va transporter l'orge dans les péniches, etc. Je me souviens vraiment des cours de malterie, parce que à un moment je me suis dit mais pourquoi on apprend tout ça? Mais bon, le malt c'est la base.
très 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 indispensable à la réussite de la qualité d'une bière. Donc évidemment, c'était important. Pareil pour le houblon, pareil pour la levure. Donc vraiment d'aller creuser sur chaque ingrédient très en détail. Et ça, c'est ce que j'avais besoin. Il faut savoir que j'ai pas de bagage en chimie. Enfin, si, j'ai fait mes secondaires en maths sciences, mais bon, voilà, à l'université, c'était pas du tout sous cet angle-là. Et les bancs de l'école secondaire remontent quand même à quelques années, hein, même si je suis toujours très jeune, ça remonte quand même un peu. Donc c'était chaud de se replonger là-dedans, de parler molécules chimiques, etc. Il m'a fallu un petit peu de temps pour me mettre dans le bain. Mais c'était hyper enrichissant. Autre chose qui est intéressant à l'Institut Meurice, c'est qu'il y a aussi des labos. Donc on va faire des analyses, que ce soit sur le malt, sur la bière, pour la carbonatation, pour la tenue de mousse, pour les différents taux de densité, etc. Donc on apprend à utiliser des instruments de mesure et à faire les tests. Donc on peut expérimenter tout ça, et tout ça avec des professeurs extrêmement bienveillants aussi, parce qu'ils savaient très très bien que nous on n'était pas ingénieurs brasseurs ni ingénieurs agronomes. Dans l'auditoire, on était la première promotion après le Covid, donc il y avait un peu de monde. C'est des cours qui, à cette époque-là, parce que ça a changé, pour pouvoir avoir lieu, il fallait qu'il y ait quand même un élève ingénieur qui s'inscrive à la formation brassage. Donc là, on avait une personne qui faisait la formation ingénieur complète, et on était 10 à faire ce qu'on appelle en élève libre, donc à faire uniquement les cours malterie, brasserie. On était un gros groupe entre guillemets pour cette formation-là. Pourquoi je dis ça? Du coup, les formatrices savaient très bien que nous on venait pour le côté bière et pas pour être ingénieur par la suite. Donc il y avait quand même elle s'adaptait parfois, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue à mon niveau, je vais parler pour moi, à mon niveau de chimie. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout ni le même objectif, ni le même contenu, c'est vraiment beaucoup plus scientifique. Alors moi je savais qu'en sortant de là, mon but n'était pas de travailler dans une brasserie. J'aurais pu. Déjà, j'ai perdu beaucoup des connaissances acquises, et ça c'est un peu dommage, mais bon. On peut aller les retrouver assez vite, mais là tu parles pleinement de mon histoire, parce que moi et ma mémoire en plus de poisson rouge, ce qu'on n'utilise pas, c'est fou, hein, ça... c'est dingue, ouais. Ça part, enfin en tout cas chez moi ça part très 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 vite. C'est ça. Mais c'est vrai que l'aspect concret entre guillemets tu parlais des labos et d'analyser. Alors je ne sais pas si j'aurais été ultra capable de le faire, je ne sais pas, mais en tout cas on voit directement. Enfin c'est en pratique en tout cas, et ça s'applique directement sur la théorie. C'est une bonne chose. Là-bas c'est le cursus, c'est combien de temps alors c'est cours du jour, donc il fallait caser ça quand même dans le planning, et c'était de septembre à décembre. Ok, donc c'était quand même relativement intense. Ouais. C'était condensé. Tu as parlé des deux formations et tu as aussi déjà un petit peu évoqué ça, mais est-ce que tu rencontres des personnes qui font les formations avec toi? Est-ce que c'est un petit monde fermé du coup après? Est-ce que vous voyez sur les salons, sur des foires, je ne sais pas, est-ce qu'on se retrouve? Alors pas tout le monde, parce il y en a quand même beaucoup qui ont quitté la bière, enfin le monde de la bière, ou en amateur, enfin voilà, pour déguster sûrement encore, mais pas en tant que professionnel. Donc finalement, même dans ma formation Zito, ceux qui ont travaillé en cytologie après, je sais pas, on est peut-être 2-3 sur 19, quoi. Donc c'est déjà, c'est vraiment très peu. Meurice évidemment quand même plus, parce que c'est quand même un investissement un peu plus, alors pas pécunier, mais en temps et en études, c'est quand même un investissement plus important. Donc en général, si on fait ça, c'est pour en faire quelque chose après. L'Institut Meurice est encore plus important que l'IFA-PME? Non, je dis pas au niveau financier, mais au niveau investissement de temps pour l'étude. Enfin voilà, c'est dans la complexité du. C'est ça, ouais.
Alors, on parlait tout à l'heure du fait que il y avait plus assez de monde que pour faire la formation. J'en ai déjà parlé évidemment, mais ça doit être certainement frais aussi pour certains. Oui, on l'a pas mentionné d'ailleurs, mais c'est vrai. Et je suppose que ça a augmenté parce que quand moi je l'avais fait, c'était 3 000 €. Oui, moi aussi. Donc, 2995 précisément. Oui, moi j'ai cette tendance. Non mais t'as raison, c'était ça. Alors il y avait moyen évidemment d'avoir des chèques formation pour ceux qui étaient dans le domaine, dans ce domaine-là. Je l'ai déjà dit. Moi, je ne l'étais pas. Pareil. Donc, on y a eu droit. Alors, c'est assez spécial parce que la formation en microbrasserie, elle, par contre, est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et n'est qu'à, je pense, 350 € pour les 2 ans, ce qui est totalement absurde. C'est un peu plus, mais c'est un dixième du prix. Oui. Évidemment que si c'était ce prix-là, probablement ça intéresserait certainement plus les gens. Après, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est probablement justifié avec ce qu'on déguste, le beer pairing et tout ça. Donc voilà, je ne crache pas évidemment sur sur le prix. Je te propose, alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais d'arriver au petit jeu loufoque. Alors cette fois-ci, deux jeux. Alors la première fois, le premier c'était une interview. Ici c'est vraiment le petit jeu loufoque. Et alors je me décharge totalement de ce petit jeu, si ce n'est du titre idiot que j'ai trouvé, mais c'est notre ami Laurent qui m'a inspiré. Donc, on en a parlé hors micro. Je ne te l'ai pas dit, mais voilà, c'est lui qui m'a suggéré. Alors, c'est assez marrant parce que tu m'as dit que tu avais fait tes cours de chimie à l'époque en secondaire. Ça va tourner un petit peu autour de ça. Mais s'il y a quoi que ce soit, on va s'aider, Donc, je lance le jingle, ça va? C'est parti. Alors, maintenant que ça s'est un tout petit peu réchauffé, est-ce que tu as d'autres sensations je ne sais pas. J'en ai rebu un tout petit peu pendant que tu parlais. Mais je voudrais avoir ton avis. Malheureusement, le côté pour moi un petit peu solvant que j'avais, je trouve qu'il ressort plus. Donc ça c'est voilà, plutôt pas spécialement agréable. Oui. Je trouve que l'aspect fruité s'atténue aussi. C'est ça. En fait, ça a changé. On est moins sur l'aromatique fruité et plus un côté un petit peu noix, des choses comme ça, fruits à coque. Et alors, je trouve que tu parlais tout à l'heure du petit côté astringent. Oui. Je trouve qu'il est quand même présent là maintenant que ça... Enfin, encore plus, je trouve que ça s'est un petit peu réchauffé. Après, je trouve que ça reste quand même équilibré. C'est quand même agréable à boire. Mais voilà, c'est vrai que l'aspect solvant, comme tu le disais, est quand même présent. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut, avec une petite salade, il faut penser, parce que il y a une touche d'acétique, mais qui là, pour le coup, est vraiment acceptable. Donc, penser un peu vinaigrette, quoi, les choses qui pourraient aller avec ça. Mais voilà, moi qui aime les bières acides, c'est quand même chouette à déguster. Tout à fait. Alors, ce petit jeu loufoque, je l'ai appelé El Labo Loco. Donc, qu'est-ce qui m'a été inspiré par notre ami Laurent? Je vais te donner des éléments du tableau périodique. Alors, je sais pas l'appellation, je sais pas comment on dit. Donc, pour l'hydrogène, par exemple, c'est le H. Oui. D'accord. Donc ici, je vais te donner des éléments et tu vas pouvoir me dire
ces fameuses petites lettres. Et alors, on essayera de trouver ensemble. Alors, moi, je t'avoue que j'ai fait le travail. Je me doute bien que c'est très compliqué, mais on essayera de trouver des bières qui s'associent avec ces petites lettres. Donc, d'accord, il est loin le tableau périodique. Oui, mais je m'en doute. Alors, c'est pour ça que je rejette tout sur Laurent. Non, mais j'ai son numéro, on s'arrangera après. J'ai pris normalement des relativement simples. Sauf homme, et tu comprendras pourquoi. Le sodium. S. Le sodium. Ah ben. SO4. C'est Na. Ah mince, ça commence bien. C'est Na. Alors, est-ce que tu connais une bière qui pourrait commencer par les lettres Na? Et alors, autant dire que moi j'ai facile de le dire parce que j'ai été regarder sur internet avant. Toi ici en direct, si on peut dire ça, ça doit pas être facile. Donc vraiment, si tu veux un petit coup de main, une petite aide, je peux évidemment. Moi je croyais que tu voulais parler des bières sans alcool. NA, ça aurait pu. alcool bière. C'est vrai, on peut aller là-dessus, c'est vrai. Faire des bières zéro. J'étais à Bertinchamp la semaine passée. Et ils en ont 2 ou 3, je crois, des zéros. Mais leur sans alcool de base, elle est pas mal. En fait, ils ont une levure spécifique qui ne produit pas de et qui produit beaucoup d'ester pour compenser. D'accord. Donc c'était pas ça ton idée. C'est une bière belge. C'est une bière belge et c'est une bière. Alors, j'ai déjà reçu des personnes ici dans le podcast et je t'avoue que moi je m'en rappelais plus de cette bière-là. Je sais même pas si je l'ai vu passer en fait. Ils sont du côté de Comblair, Esneux plutôt. Et on va dire qu'ils font beaucoup des expériences. Je sais pas si ça va te mettre sur la voie. Le nom de la brasserie, en tout cas. Je t'aide? Oui, je veux bien. C'est très compliqué. C'est expérimentel. Johan Riga et Christophe Leroy. Et ils ont appelé cette bière-là Na Sodium. Donc c'est vraiment. Il y a même le petit carré autour de. C'est une bière. C'est bleu vert turquoise. Si vous allez sur Untapped, je crois que vous pouvez la trouver. Donc voilà, la première c'était ça. Enfin, en tout cas, c'est celle que moi j'ai trouvée. Il y a peut-être d'autres exemples. Alors, Laure, est-ce que tu te rappelles des 2 petites lettres? Et celui-là, il n'a absolument rien à voir avec le OR, justement. Oui, je vais pas faire 2 fois la même erreur. Non? Je sais plus. Ah, mais c'est pas grave. Oui. On dira merci à Laurent. AU. AU, c'est Laure. Alors celle-là, c'est plus celle que j'ai trouvée moi, c'est plus une bière un peu plus grand public. Et celle d'après, c'est encore plus grand public. Mais alors, c'est à consonance néerlandophone. Et je t'avoue que je vais encore galérer pour prononcer. Pour le prononcer. Donc, est-ce que tu as une idée d'une bière qui commencerait par AU? Là, comme ça. C'est compliqué. Hein. Oui, alors... c'est ça. Il y en a beaucoup des bières et en plus, faut ouais, non, mais je comprends bien. Donc, c'est. Alors, désolé pour la prononciation. Augustine. Augustine, ouais. Donc, Van Steenberg, la brasserie. Ouais, ça, je vois. C'est une étiquette noire avec. Oui. Ouais. Allez, je vais faire l'avant-dernière. Il y en avait plus, mais bah quoi que, ouais, je vais bien voir. Le chrome, est-ce que tu sais? C'est la première et la troisième. Oui, mais j'allais dire CH, c'est Chlore, donc c'est pas ça. CR. CR, oui. Et est-ce que tu vois une bière plus que très grand public qui commence par CR? CR. J'allais dire Cronenbourg, mais c'est un K, ça ne marche pas. Et CR. Alors, c'est suivi de I, de S. Cristal. Alkenmass. Alors, celle-là, elle est très 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 compliquée. Je crois que je vais les faire toutes en fait. Elle est très 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 compliquée. Oui. Mais la bière est relativement simple. Le Toxten,
Est-ce que tu sais? Non, ah ben non, je sais bien. Moi, je l'aurais pas trouvé non plus. C'est le W. Alors le W, ça. Ah oui, ben. Alors je ne sais pas. Il y a une petite trappiste, par exemple, qui commencerait. Bon, il y en a déjà plusieurs, donc on va faire la West Vleteren. Ah, et j'avais pas été sur celle-là, mais du coup très. Moi, j'avais été vers Westmalle, mais voilà. Alors, je vais tous les faire, c'est sûr. Le cuivre. Le cuivre, c'est CU. CU, ouais. Et alors... j'en ai un. Ouais. Non, c'est pas. Je veux dire, j'ai ouais. trouvé un. Je crois que t'avais déjà la bière. Un symbole. Je crois que t'avais déjà. Alors, bière, si je peux te donner un petit indice, on a regardé des bouteilles avant d'enregistrer, des petites bouteilles un peu originales. Oui. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Et ils donc. en ont une. Et donc ils ont une bière chez eux. La cuvée Delphine. Exactement, très très bien ça. Ouf. Donc deux strains. Merci pour les indices. Et alors la dernière, c'est sûr et certain, tu vas pas trouver, mais c'est fait exprès. C'est Holmium, voilà. Et donc c'est HO. Et HO comme quoi? Ben comme Oppies pour terminer pour terminer ce supplice de jeu. Merci Laurent. Merci Laurent, merci à toi pour l'idée. Allez, je lance le petit jingle, on se retrouve juste après. Alors, pour se remettre de ce petit jeu, Labo Loco, est-ce que on n'ouvrirait pas la deuxième bière prévue aujourd'hui? Très bonne idée. Alors, de nouveau, je vais essayer de ne pas faire de bêtises et de l'ouvrir correctement. C'est fait, net, précis, et j'espère ne pas avoir de cire dans les verres. Non, ça va, ça tient plus ou moins. Hop. Alors... Est-ce que tu te rappelles du nom de la brasserie? Je vais te poser une colle. J'allais dire Pojala, mais ça se prononce absolument pas comme ça non plus. Alors moi, je m'excuse auprès des Estoniens, moi je l'aurais dit comme ça aussi. Ouais. Alors il y a de suite quelque chose qui me vient au nez. Tiens, je te laisse prendre ton verre. Très belle couleur. Très très belle couleur, oui. Alors c'est moins évident quand je mets le nez dedans, mais quand j'ai versé, j'avais un côté noix qui venait très fort. On a le côté boisé qui est très très présent aussi. Ouais. Alors cette bière que nous allons déguster, et celle-ci il faut vraiment la déguster. C'est peut-être même quelque chose qu'on n'ouvre pas forcément tout seul, ou alors qu'on boit très doucement, parce qu'elle est à 13% d'alcool, donc c'est quand même déjà costaud. Alors Pojala, je ne sais pas comment je sais pas comment on le prononce exactement en estonien, mais donc brasserie originaire d'Estonie, Tallinn. Ici, il s'agit d'un mélange de barley wine. Alors, c'est vieilli 24 mois dans des fûts de bourbon pour une partie. C'est vieilli dans des whiskies de seigle pour une autre partie, et alors il y a une ale à base de seigle qui elle est vieillie pendant 15 mois dans des fûts de whisky de seigle aussi. Donc voilà, c'est un blend de tout ça. Je sais pas ce qu'on va retrouver exactement, mais voilà, maintenant que ça a peut-être un peu respiré, je ne sais pas si ça a un peu changé. En tout cas, au nez, moi j'avais vraiment un côté très torréfié, des petites notes un peu café. Oui. Alors, comme tu disais, le côté noix, on a un léger petit côté pruneau, mais c'est vraiment plus sur le céréalier et avec ce que tu viens de dire, ça colle tout à fait. Oui. Que le fruité. J'ai pas assez d'expérience dans le côté seigle. Je sais pas si on retrouve des notes particulières par rapport au seigle, mais je sais qu'un peu comme le froment, il y aura les légères touches un peu acidulées. Oui. Mais après, oui, de toute façon, c'est plus en bouche qu'on est. Alors, je ne peux pas dire que l'alcool soit
ultra agressif, mais on sent quand même que ça va réchauffer. C'est ça, c'est plus le côté gourmand que le côté alcooleux. Alors, on ne peut pas dire qu'elle soit spécialement liquoreuse, parce qu'il y a certains, alors comme comme certains aiment appeler ça, des pétroles Ouais. qui collent un peu au verre. Avec les larmes, Ouais. non, on n'a pas... Celle-ci est quand même relativement fluide dans le verre. Tout à fait. J'ai ici dans le pseudo studio, on a des lumières qui sont relativement intenses, et c'est vrai que quand on met la bière même devant la lumière, on voit pas à travers. Non. C'est Ça, par contre, elle est totalement opaque. Et on voit qu'elle n'est pas tout à fait limpide non plus. Hein. On voit dans le fond. Alors la mousse, évidemment, on n'a pas tenu des masses. Il y a toujours tout fait film le pourtour, au fait tout le pourtour du verre. Ça, par contre, elle est quand même. Alors, elle est pas brune, mais elle est quand même bien. Mocha. Ouais, mocha, voilà. Ouais. C'est vraiment le bon terme. Très belle couleur, ouais. Ouais. Alors je l'avais sortie un petit peu avant que tu n'arrives du frigo, on a un peu parlé, donc elle a eu un petit peu le temps de reprendre en température, mais je vois quand même que c'est quand même toujours un peu frais. Je sais pas à la dégustation si ça va être. Alors j'ai un tout petit peu triché, j'ai pris une petite gorgée et moi ça me convient très bien en Ok. température. Ok. Les 13%, j'en ai parlé. Je ne sais pas si je devais encore dire d'autres choses par rapport à ça. Non. Donc Triple Barrel, c'est le nom de la. Et c'était combien de temps en barrique, tu disais? Ça dépend, oui. Ouais, ça dépend de quoi on parle, mais il parle de 24 mois, il parle de 15 mois pour d'autres choses. Je n'ai pas dit que ça faisait partie de la Cellar Series. Donc voilà, il y a quand même un paquet de bières qui sont sorties de chez eux sous cette appellation-là. Donc voilà. Moi, je l'ai pas encore goûté. Je vais faire ça de ce pas. Santé. Ça. On va faire comme si j'avais pas encore goûté. En effet, la température est elle est bien. Alors, je pense qu'ils annoncent température de service entre 12 et 16 degrés. Donc, rien que ça réchauffe les cœurs. Mm. Alors, côté torréfié, ça, on peut pas passer à côté. C'est ça, mais j'ai été surprise. Je m'attendais à quelque chose de plus torréfié. Oui. Ce qui ne serait pas dans le côté barley wine, plus Imperial Stout, des choses comme ça. Et on l'a pas, en fait. Oui. Donc, on a vraiment le côté légèrement café et plus brun, mais c'est pas noir, quoi. Oui, c'est pas torréfié. Alors, l'alcool, on peut quand même pas passer à côté. Par contre, il vient. Donc, je trouve qu'on l'a pas spécialement directement en bouche, mais dès qu'on a avalé, évidemment, ça explose, ça se révèle très fort. Par contre, je sais pas si c'est moi qui me fais de fausses idées ou si tu as aussi ce côté-là, mais le côté noix que j'avais au départ au nez, je retrouve un petit peu ce côté-là en bouche. Donc, je trouve que moi personnellement c'est très chouette. J'adore ce style de bière là. Après, de nouveau, je l'ai déjà dit, j'insiste, c'est probablement une bière à ne pas boire tout seul, à partager en 2 ou en 3. Et typiquement pour les jours qui arrivent ici, alors quand sera diffusé le podcast, on sera déjà quand même bien avancé dans la saison, mais ouais, quand il fait un peu froid devant le feu, c'est ça. C'est tout à fait la bonne la bière de saison, on va dire. Exactement. Au coin du feu, et en effet à boire, à vraiment siroter. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette bière, c'est comme la temporalité, c'est-à-dire que tu as plusieurs choses qui arrivent en bouche à des moments différents. Oui. En premier, ça va être le côté sucrosité, hein. C'est toujours ce qu'on a en premier, et on a une légère amertume qui vient nettoyer un peu après, et tout à la fin, tu as toute l'aromatique un peu vanille, boisée. Donc, et là, autant la première, la boire toute seule, j'avais vraiment envie de manger un petit truc avec, autant celle-ci, je peux la boire toute seule, quoi. Oui. Parce il y a déjà plusieurs choses dedans, c'est très réconfortant, à siroter lentement et en petite quantité, oui. mais seule, c'est déjà sympa, quoi.
Par contre, quand on la regardait, j'ai dit elle était pas liquoreuse. Là, par contre, en bouche, on a c'est vraiment enfin moi en tout cas, j'ai vraiment cette sensation d'épaisseur. Tout à fait. C'est d'avoir vraiment un sirop. Exactement. Là, je sais pas si tu as déjà vu. Je crois que c'est justement on parlait d'Atrium. Il me semble qu'ils avaient mis ça un petit peu en avant. Le fait de mettre faire une île flottante avec des bières brunes. Tu mets une boule de glace dans ton verre. Je l'ai eu fait avec certains de mes étudiants. Et là, typiquement, la petite boule de glace, et tu as l'impression d'avoir ce coulis entre le coulis chocolat et le sirop d'érable, là, tu vois. Ouais. Mais alors, moi honnêtement, je suis ultra trop bon public pour ce genre de bière-là, donc je suis peut-être pas spécialement le plus objectif peut-être, mais ouais, très chouette, très agréable à déguster. Ouais, j'insiste sur sur le déguster. Ben, je vais la laisser un petit peu respirer et on boira un petit coup derrière. On ne va pas vous abandonner tout de suite. Non, parce que justement maintenant on va parler plus du présent. On va y arriver en tout cas. En 2018, tu lances Hopies dans un premier temps comme une activité complémentaire, si je ne me trompe pas. Quand est-ce que tu as fait le choix de basculer en activité principale? Alors tu parlais de 2018 et comme on a parlé de l'IFA PME juste avant, j'ai juste rajouté un mini truc. C'était assez. En fait, j'ai été obligée, poussée par le fait qu'on a été à l'IFA PME, il y a des gens qui nous ont contactés pour aller animer un stand pendant un festival qui a lieu, je crois, une fois à Mons, qui s'appelle le BCR, c'était le Beer Cheese Rock Festival. Qui était au Mons Expo. Il y avait des concerts de rock, des stands de fromage et des stands de bière. D'accord. Et donc avec mon ami Benjamin, on avait le stand des bières acides où on avait été faire les courses chez Tilka et chez Cantillon évidemment. Et on mettait en avant ça et on s'était aussi occupé des fromages et on animait des ateliers accords bière et fromage. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il fallait que j'achète des bières et que j'en vende. Donc, il a bien fallu avoir un numéro de TVA. Ah oui. Et donc, c'est vraiment ça qui a fait que ça s'est fait à ce moment-là, entre guillemets, un peu plus vite que prévu. Et donc, je travaillais toujours à la banque et donc en activité complémentaire. Après, comme je disais, non, je l'ai pas dit, je crois. J'ai eu une période où j'ai été en arrêt pour burn-out. Ça, c'était en 2019. Et puis, c'est assez difficile de mettre une date fixe sur la partie en activité principale. Merci, je perds mes mots. Ça, c'est la barrelette, là. Je perds mes mots. Et donc, parce qu'en fait, je l'ai fait petit à petit. C'est-à-dire que je travaille avec le système qui s'appelle Smart. Certains connaissent peut-être à Bruxelles. Qui est un peu un portage salarial, donc qui permet de déclarer les jours où on travaille, mais de pouvoir encore bénéficier d'aide sur le côté. Donc je dirais que c'était plutôt autour de 2021 où je suis passée en activité principale, plus ou moins en termes de charges, quand j'ai commencé à donner des cours en France, etc. et où ça s'est un peu rempli plus. On va en reparler de la France. Il faudra d'ailleurs que tu m'expliques quelque chose, mais on en reparle plus tard. Et on pourra aussi en parler en off de Smart parce que je suis passé par là aussi, donc on en parlera plus tard. Sur ton site internet, tu proposes différents types d'ateliers. On va commencer par le premier. Tu proposes un atelier découverte. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce type d'atelier? Alors, l'atelier découverte, ça vise vraiment n'importe qui voudrait passer un moment convivial, découvrir des bières, autant celui qui va dire j'aime pas la bière, j'aime beaucoup faire des ateliers avec des gens qui disent qu'ils n'aiment pas la bière, qu'avec des gens qui veulent un peu avoir des infos, pouvoir poser leurs questions, découvrir comment la bière est fabriquée. Donc comment ça se passe? On va passer 2 heures ensemble. Je vous fais déguster 5 petites
dégustation. Et puis, on aborde un petit peu les différents ingrédients, le process de fabrication, qu'est-ce qu'un style. Évidemment, en 2 heures, on ne devient pas cytologue, mais c'est vraiment pour un peu vous faire découvrir des styles différents, variés, et pouvoir comprendre comment bien déguster une bière aussi. Il y a des petites astuces pour pouvoir profiter pleinement de la dégustation. Et ce que j'aime beaucoup faire dans mes ateliers, c'est vraiment l'aspect un peu expérientiel. Donc on va toujours faire une petite dégustation, les yeux bandés, autant manger des maltes que sentir du houblon, parce qu'on ne mange pas les pelés de houblon. Il y en a qui le font. Hein. Ah oui, il y en a qui le font. Mais en général, ils ne se plaignent pas après, parce que je leur ai toujours dit qu'il ne fallait pas. Donc je dis mais si ça va, donc c'est le petit challenge. Alors j'ai vu un reportage ici très récemment où une brasserie relativement réputée en faisait goûter à l'animatrice. J'ai pensé c'est quand même un peu idiot parce que ça va lui bousiller toute sa dégustation après. C'est ça. Mais voilà, je sais pas si c'était un petit défi hors caméra. Je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais voilà. En tout cas, de ce que j'ai vu, je trouvais ça un peu idiot. Oui, c'est ce que je dis. Si vous voulez le faire, faites-le à la fin, comme ça, au moins. Oui. Donc voilà, découverte, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour un peu et surtout le côté convivial. Donc c'est très sympa aussi pour un anniversaire. Ça peut se faire soit s'inscrire à des dates qui sont déjà fixées, soit pour des groupes. Je me déplace aussi pour faire des animations. Alors tu m'as fait plaisir, sans le savoir, sur ton site internet, parce que tu parlais des seg sauce. Et oui, on peut utiliser ces seg sauce pour déguster une bière. Alors non, ce n'est pas que le goût. Et oui, on utilise aussi l'ouïe pour pour déguster une bière. Alors je sais pas comment toi tu le présentes l'ouïe dans les ateliers, mais je vais te laisser répondre à ça et je te dirai peut-être après ce que j'en pense. Mais en fait, il y a 2 moments où on va travailler l'ouïe. Ici t'as fait volontairement, t'as servi la bière en étant proche du micro, donc il y a vraiment le moment où on va ouvrir, que ce soit un bouchon, une canette, une capsule, ça fait un bruit différent. Et il faut savoir que notre cerveau, il connaît ces bruits-là. Enfin, si vous dégustez des bières, en tout cas. Et donc, ça va déjà enclencher une certaine curiosité ou envie. Le fait, en effet, de servir. Et la carbonatation. Ça m'est arrivé, j'ai eu la chance, et ça j'ai hâte de le refaire, j'ai animé des dégustations dans des maisons de repos, on en parlait tout à l'heure, et je leur ai fait vraiment écouter leur bière, et donc tout avec leur... Et voilà, c'est juste un moment de se poser, de prendre le temps, etc. Donc ça c'est, je vais dire, le niveau 1 de l'ouïe, c'est... extérieur, et en fait il y a une partie auditive qui est à l'intérieur. Donc quand vous mangez des chips, ça fait du bruit, et des chips qui font pas de bruit, on n'aime pas, par exemple. La bière, et de nouveau ça varie d'un style à l'autre, mais les bulles elles vont aussi faire, en fait ça va résonner, donc ça va remonter vers les oreilles. Si vous avez une bière très carbonatée, vous allez l'entendre quand elle est dans votre bouche, et ça c'est des choses où on ne prête pas d'attention, et j'aime bien jouer avec ces choses-là et remettre l'attention où on la met jamais, quoi. Oui, mais ça m'a vraiment fait plaisir de lire sur ton site internet. Alors évidemment la partie alors je sais pas si on peut appeler ça comme ça, gros bouffe, qui me caractérise parfois. Louis permet aussi d'entendre quand on veut nous servir une bière. Est-ce que t'en reprends Absolument. Une? Oui. Non mais évidemment c'était moi je le voyais aussi surtout pour l'indication sur la refermentation en bouteille par exemple. Évidemment on le voit tout de suite. On l'entend tout de suite du coup. Tu proposes également des ateliers bière et mets. Donc là tu accordes et tu fais déguster aux apprenants, je sais pas si on appelle ça comme ça ou c'est toujours difficile de trouver le bon terme aux participants. Moi, je dis aux dégustateurs. Donc si vous avez un peu écouté le dernier podcast, on a parlé aussi de ce qu'on allait. Alors j'ai eu des retours sur le podcast déjà. Il paraît que j'ai donné envie de goûter l'association Gueuze et Potecaise. Donc c'est très bien. Oui. Donc clairement, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore
faire, que j'adore boire et manger, que Nathalie m'a transmis son virus par rapport à ça. Et donc l'atelier bière et mets, de nouveau là on est sur 2 heures. Je prépare 5 accords, donc on est en mode tapas. Je fais pas trop, enfin je fais aussi, mais en tout cas dans cette formule-là, c'est pas le cas. Que fromage ou que chocolat, etc. On peut à la demande. Ici, le but c'est d'avoir vraiment 5 accords différents. Donc c'est plus des petites préparations. On a aussi un fromage, on a toujours un dessert, mais on a aussi des choses salées, que ça peut être des charcuteries, ça peut être une petite voilà, des petits légumes, ça dépend un petit peu. Un petit potage aussi, j'aime bien. Et puis ça, les gens s'attendent pas, non mais deux liquides ensemble, ça perturbe aussi parfois un petit peu. Oui. Donc 5 accords, et le but c'est déjà juste se faire plaisir en les dégustant, et en même temps apprendre quelques petites astuces, pourquoi ça fonctionne, etc. Un peu comment les différentes saveurs, donc on parlait des 5 sens, on a le sens du goût, donc là sucré, salé, acide, amer, umami. Oui. Comment on peut les mélanger, comment ça interagit, donc c'est vraiment ces petits aspects-là. C'est toujours des ateliers où on va d'abord se faire plaisir, mais apprendre sans s'en rendre compte. Oui. Et ici, typiquement, avec celle-ci, tu verrais chocolat ou qu'est-ce que tu verrais ? Tout à l'heure, je parlais de glace vanille, mais honnêtement, la bière est quand même pas mal sucrée. Donc j'ai presque peur de mettre un dessert trop sucré. Donc il faudrait un dessert, mais qui soit pas on peut tester avec du chocolat relativement noir, par exemple, ça pourrait marcher. Ramener l'amertume qui contrerait un petit peu. Ouais. Là il faut balancer un petit peu, donc quelque chose d'un peu amer, et il y a sûrement des fruits, il y a un peu pamplemousse et des choses comme ça, mousse de pamplemousse ou des choses qui vont ramener plus d'amertume. Mais celle-là, c'est pas si facile parce qu'elle est déjà bien toute seule. Ouais. Et sur celle-ci, par exemple, quelque chose à base de framboise qui pourrait amener un petit peu d'acidité pour balancer. Oui. Mais d'ailleurs, on fait beaucoup tout ce qui est un peu vinaigre de framboise et des choses comme ça. Oui. Donc là, en effet, je verrais bien, plutôt une salade composée avec différentes petites choses et. D'accord, ok. Pour continuer sur tes ateliers, tu proposes aussi la version apprenti zytologue. Là, c'est un peu plus poussé sur la théorie, peut-être, je ne sais pas. Oui, alors en fait, ça c'est vraiment venu petit à petit à force des ateliers de voir que souvent en 2 heures c'était un peu trop court, il y avait pas mal de questions qui revenaient régulièrement. Et je voulais proposer une formule un peu unique qui est ni une formation, ni un atelier dégustation. C'est juste entre les deux. J'ai eu beaucoup de retours où les gens disent moi j'ai pas vraiment envie de m'inscrire à une formation qui va être sur de m'engager pour plusieurs soirs ou plusieurs mois ou des choses comme ça, mais j'ai envie d'en savoir plus. Donc ça répond vraiment à ce besoin-là. Donc là c'est 3 heures. Et dans ces 3 heures, on parle d'histoire de la bière. On parle évidemment aussi du process de fabrication et des ingrédients, mais en très light. Tout ce qui va être technique de dégustation, vraiment les étapes, comment déguster. Et une chouette partie un peu sur les styles. Finalement, c'est quoi un style ? Quelles sont les caractéristiques ? Et là, on fait une dégustation à l'aveugle et les gens essayent de retrouver de quel style il s'agit, avec quelques indices évidemment pour trouver. Et on termine avec la partie bière et mets, où chaque groupe reçoit 3 mets et 3 bières. Là, et on reçoit les 6 parties en même temps, et donc on va croiser et on échange pour décider ensemble de ce qui fonctionne le moins. Et spoiler alerte, comme on dit, on n'est jamais tous d'accord et c'est normal. C'est logique, oui. Mais c'est ça qui est enrichissant, et c'est vraiment prendre conscience qu'on a tous un peu des perceptions qui vont être différentes, qui est sympa. Donc l'idée, c'est vraiment de toucher un peu à tous les aspects et de comprendre ce qui fait le métier d'un zytologue. Donc c'est comme ça qu'on commence aussi la session. Je dis, à votre avis, ça sert à quoi un zytologue ? Qu'est-ce
qu'il fait de ses journées et quel est l'intérêt. Et donc après, on fait des petits exercices. Et attention, on reçoit quand même son diplôme d'apprenti zytologue à la fin. Ça, c'est beau. Ça. Tu penses que c'est le genre de micro-formation, enfin je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais qui pourrait être déclinable en version débutant, plutôt averti. Enfin je sais pas, ici c'est les 3 mêmes heures pour tout le monde, mais t'as déjà des personnes qui ont voulu refaire un truc un peu plus poussé. Alors je l'ai lancé il y a vraiment pas longtemps, donc pas encore. Oui. Ce serait possible. À voir. Après, mon souhait, c'est vraiment. Donc, on pourrait pour un peu tout ce qui est déjà aussi défaut. Après, je fais de temps en temps les petites sessions sur les défauts des bières. Je pense que ce serait plus des modules où on va choisir une thématique et aller dans la thématique, parce que là, comme on parle un peu de tout, on le survole. Si on veut aller plus loin, on peut pas aller plus loin dans toutes les thématiques en même temps. C'est logique. Mais ça pourrait en effet se décliner où il y a plus une partie style, plus une partie sommellerie, ou des trucs comme ça. Donc, Et tu vois dans les clients des personnes qui viennent en petits groupes et qui aiment revenir, qui souhaitent revenir comme ça ou... Alors oui, j'ai eu comme une personne qui est venue plusieurs fois parce que j'avais aussi... alors c'est pas facile de se décider entre est-ce qu'on fait des ateliers plutôt thématiques ou est-ce qu'on fait des ateliers récurrents. Et là, c'est trouver l'équilibre entre le plaisir et la rentabilité, il faut à un moment donc quand on a il faut un peu des deux, voilà, tout simplement. Mais du coup, les gens qui reviennent, il faut qu'il y ait des thématiques différentes. Sinon, donc ça, j'ai eu le cas avec Sylvia, si elle nous entend, qui est une cliente fidèle, qui est venue faire un apprenti-zyto, qui est venue faire l'atelier sur les défauts des bières, qui est venue faire une session aussi bière et mets, parce qu'en fait, c'est des thématiques différentes et donc c'est assez complémentaire. C'est ça, oui. Alors, on a parlé des ateliers découvertes, bière et mets et apprenti zytologue, je vais y arriver. À qui sont réellement destinés ces ateliers? Est-ce qu'on peut être entre guillemets confirmé et quand même venir à ce type d'atelier? Alors, là, ce qui est assez sympa, j'avais le cas la dernière fois, j'avais autant des personnes qui connaissaient pas du tout le monde de la bière artisanale, et une personne qui travaille, pour des concours de bière et des choses comme ça, qui venait de démarrer un nouveau boulot et qui voulait justement du coup améliorer ses connaissances au niveau de la bière, mais donc plus qui lui avait déjà un petit bagage en dégustation en tout cas. Et en fait, ce que j'adore, c'est pour le même atelier réussir à mixer les deux et que ce soit tout à fait et ça fonctionne dans le sens où chacun en fait peut piocher un petit peu les infos qui lui convient, parce que tout est partagé pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Si on a quelqu'un qui est déjà amateur de bière, on peut très bien être dégustateur parce qu'on connaît plein de bières différentes, on déguste souvent, donc on a une certaine connaissance du marché, des styles, etc. Mais on s'est jamais posé sur quelles sont vraiment les caractéristiques, comment les étapes d'une dégustation, de booster ses sens en dégustant à l'aveugle. Donc ça dépend un petit peu du souhait, mais en tout cas pour moi au niveau connaissance, c'est différent. J'ai déjà eu le cas d'ailleurs de personnes qui faisaient souvent des dégustations, mais qui ont quand même. Mais quand j'ai vu qu'on parlait de maths, pour mettre en ligne un atelier, il faut des photos. C'est quand même plus vendeur. Donc j'ai fait un atelier témoin. Donc j'ai fait appel à des amis. Donc je sais pas si tu connais aussi Moët, qui est aussi Ça, je pense pas. Ouais. Et donc Matt, Denis et Moët que j'ai rencontrés à Meurice étaient venus, des personnes de ma famille. Donc il y avait des gens qui étaient brasseurs, il y avait mon frère qui ne boit pas de bière du tout, mon oncle et ma tante qui aiment beaucoup la bière mais pas d'un côté. Donc en fait, il y avait vraiment des profils hyper variés. Et tout le monde, donc même la partie brasseur, y a trouvé des choses intéressantes. Typiquement, j'ai investi dans
c'est pas un vrai microscope, mais c'est un espèce de zoom numérique, donc c'est un microscope numérique. Et donc on prend le temps d'observer différents maltes, et les houblons, etc. Je me dis, mais en fait, j'avais jamais regardé l'intérieur d'un grain de malt, par exemple. Et bon, c'est juste parce que moi je trouve ça beau, mais parfois, voilà, on prend les petits plaisirs où on peut et où on veut. Et donc de voir les différents profils de sucre, etc. De pouvoir faire des dégustations à l'aveugle. Si on est chez soi et qu'on se sert toujours sa bière soi-même, il faut aussi une circonstance où on va être mis en challenge, etc. Et puis pouvoir échanger, pouvoir faire un peu des rencontres avec d'autres personnes. Donc voilà. Donc il n'y a pas un profil type. C'est vraiment la curiosité et l'amour du goût, simplement, je dirais. C'est super. Alors je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé du microscope. Je voudrais quand même défendre un tout petit peu Laurent parce que j'ai tapé sur son dos au moment du petit jeu loufoque. Il m'a quand même précisé que ça faisait un peu labo. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas vu chez toi, mais cet aspect blouse blanche, voilà, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Donc, ouais, je m'en doutais. Je veux quand même le dire aux personnes qui écoutent parce que pas simplement il a balancé ça comme ça. Mais j'y ai pensé tout de suite. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc en effet, j'ai même baptisé ça le laboratoire de zytologie. Alors, plus dans le mimétisme d'un labo de langue que d'un labo de chimie. Pourquoi ? Parce que on a tout ce qu'il nous faut pour expérimenter et apprendre la zytologie. Ouais. Donc voilà, Laurent, j'ai un petit peu rétabli la vérité. Sur ton site internet, tu as une rubrique La boîte à outils. On peut y retrouver des supports comme fiches de dégustation et process de fabrication. Tu utilises ces supports lors de tes ateliers, je suppose. Oui. On avait parlé avec Kevin de mallettes pour les visites avec des accessoires. On a parlé du houblon, de ne pas manger les pelets. Je suppose que tu montres aussi peut-être le malt, à quoi ça ressemble. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que je disais, pouvoir faire des petites, de pouvoir déguster différents types de malt. Le houblon, on va plutôt le faire infuser pour avoir un peu différentes aromatiques, etc. Donc on joue un petit peu avec les matières premières pour voir l'impact sur la bière, et surtout, en tout cas, pour chaque atelier, vous repartez avec quelque chose. C'est-à-dire que pour Apprenti Zyto, vous allez repartir avec votre bière préférée, des fiches de dégustation, d'autres petits explicatifs sur les styles et des choses comme ça. Aussi, chaque fois, vous repartez avec une bière que vous avez appréciée. Donc le but, c'est que vous puissiez continuer à bien déguster à la maison. Ouais. Lors de notre première rencontre, j'ai cru comprendre que la formation et la transmission, c'est important pour toi. Je pense que tu l'avais même dit. Tu es formatrice en zytologie dans plusieurs établissements, même en France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. J'ai en effet ce bagage formation et animation depuis à peu près toujours, et j'ai aussi dans mes études fait mon agrégation, en sciences éco, mais voilà, donc quand même le petit bagage aussi au niveau enseignement. Donc, alors pour la France, j'ai justement terminé ici au mois de juillet, et je vais pas réenchaîner l'année prochaine là-bas. D'accord. Mais j'ai fait ça pendant 4 ans, donc c'est un institut qui forme des zytologues. Alors, je m'excuse, je t'interromps, mais pourquoi ? IFCO, c'est bien, on est bien ça. Alors, Institut français de... Attends. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Sur leur site, c'est mis, c'est du V. Oui, pas de souci. On en reparlera si tu retombes dessus, mais honnêtement, je me permets de te poser la question parce que moi, honnêtement, je l'ai pas trouvé. Alors, j'ai pas cherché 4 heures non plus, mais j'ai pas trouvé sur leur site internet directement ce que voulait dire IFCO. Donc, parce qu'ils mettent Institut de la vigne et du vin. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes lettres. Ok, excuse-moi, je t'ai interrompu pour une bêtise, mais. Je sais plus.
Et donc c'était ça, tu faisais à Paris. Donc j'ai commencé à Paris et puis après ils ont ouvert la même formation du côté de Bordeaux. Enfin, il y a 4 sites aujourd'hui. Il y a Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille. Et moi, j'allais à Paris et à Bordeaux. Alors, j'ai donné la partie histoire pendant plusieurs années, une partie en collaboration avec mon collègue Benjamin, la partie sur les styles. Donc, je faisais les Béracides. Étonnamment. Je faisais quoi? Les nouveaux styles, un petit peu, et puis les bières anglaises dans mes attributions, et toute la partie sommellerie, donc bière émets que j'ai fait pas mal aussi. Et puis la dernière année, l'année passée, j'ai fait uniquement la partie bière émets. Et il y a déjà 6 jours complets de contenu, et c'est vrai que c'est pas mal prenant pour devant des classes de parfois 20 étudiants pour avoir ce côté pratique, et c'est un petit challenge, mais c'est très enrichissant. Donc là, tu faisais tout d'un coup, tu faisais les 6 jours. Non. Alors ça a varié un peu d'une année à l'autre, mais pour la dernière année, j'allais par tranche de 3 jours. D'accord, ok. Ouais. Et alors j'ai vu aussi que, alors là par contre j'ai pas été voir ce que c'était exactement, mais à Uccle, oui. EFP. Ça c'est l'équivalent de l'IFA-PME, okay. Mais à Bruxelles. Ok. Ça c'est. Oui, alors là, un peu peut-être pareil que l'IFA-PME, c'est que ça prend bof, donc c'était un petit peu. Ma petite déception d'hier, c'est hier que j'ai appris qu'il n'y avait pas suffisamment d'inscrits. Pour cette année non plus. Donc voilà, en réflexion d'adapter les formules pour répondre mieux à la demande. Ouais. Ok. Par contre, pardon. Oui, vas-y, excuse-moi. Par contre, il y a aussi Horeca Formation. Ok. Qui est du coup, eux sont présents en Wallonie et à Bruxelles, centre de formation pour les personnes qui travaillent dans l'Horeca, donc que ce soit des barman ou des choses comme ça, ou dans des hôtels. Et là, depuis l'année parfois je ne sais plus les durées, mais au moins depuis l'année passée, peut-être un peu plus. Là, je vais donner des formations moi à Bruxelles on a fait justement une partie sur les accords, on a fait aussi histoire de la bière bruxelloise, service de la bière, etc. Donc c'est vraiment très intéressant parce que pour les gens qui travaillent dans l'Horeca, les formations sont gratuites, oui. J'insiste là-dessus. Et le centre est vraiment top, le lieu de formation est très agréable, et on se rend compte que les personnes qui travaillent en bar n'ont pas forcément parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'ils n'ont pas croisé des personnes qui leur ont expliqué les choses, ne savent pas forcément parler de la bière, ou déjà connaître un peu les différentes saveurs, savoir demander au client ce qui peut l'intéresser, conseiller le client. Donc il y a beaucoup d'intérêt de la part de ces personnes-là, et c'est quelque chose que j'adore faire parce qu'on voit vraiment la courbe d'apprentissage, comme on dit, avant-après. Oui. Donc c'est assez gratifiant. Et voilà, donc je répète, si vous travaillez dans le secteur, n'hésitez pas à regarder Horeca Formation. C'est sympa. Et toi, du coup, qui côtoie ce genre de profil-là, t'as pas trop de retours. Enfin, s'ils font la formation, c'est que non, mais t'as pas trop de retours sur le fait que ils n'ont pas le temps, et peut-être les personnes qui côtoient les établissements ne s'intéressent pas assez. Alors peut-être que moi j'ai une mauvaise idée ou approche du conseil. Peut-être que c'est pas forcément passer un quart d'heure à la table des clients, mais voilà, et on leur laisse le temps d'expliquer ce qu'est une bière ou ce qu'ils vont déguster. Enfin, je sais pas quel retour tu as par rapport à. Ils ont pas trop. J'ai pas eu beaucoup de retours par rapport à ça, mais en général, en effet, c'est quand même une problématique qui doit aller très très vite. Ce que je fais aussi pour un peu équilibrer ça, je fais toujours une session sur quelles infos on doit mettre sur une carte. Oui. Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être utiles.
et qui souvent n'y sont pas. Mettre le style, mettre le degré d'alcool et mettre un mot-clé, un ou deux mots-clés sur, je sais pas moi, un petit peu amer et fruité ou sur quelle aromatique domine et une saveur dominante aussi. Oui. Donc ça j'insiste un peu là-dessus, mais oui, clairement le temps avec le client, après ça évidemment dépend un petit peu des endroits. Moi un truc qui m'a vraiment déçu beaucoup, c'est des endroits où il y avait vraiment un service où le barman venait à la table, prenait le temps de demander même quand il y avait du monde, enfin en tout cas il y avait un service à table. Et maintenant, c'est service au bar, QR code, etc. T'as l'impression d'être dérangé. Et c'est des bars à bière spécialisés, craft, avec 5 € ton verre. Et ça, en fait, non. Parce qu'il y a un besoin de transmission. Parce que c'est presque pour moi même le respect un peu du brasseur aussi, c'est-à-dire que mettre en avant le produit, bien parler du produit, et tu payes le service. Alors oui, je suppose qu'eux ils ont leur coût et que c'était une manière, mais quand le bar est vide, qu'il y a 3-4 personnes, et qu'il est 15h de l'après-midi, je suis désolée, mais il y a le temps. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dommage. Et le retour, alors ça, c'est absolument pas dans mon conducteur, mais c'est parce qu'on en parle et ça m'intéresse, sur le retour sur les personnes qui sont, entre guillemets, obligées, alors, du côté financier, rentabilité, de servir des bières, avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais avec des bières peut-être grand public, peut-être un peu industrielles, ils arrivent quand même à avoir un équilibre entre de la craft, si on peut appeler ça comme ça, et ce genre de référence plus que très mainstream. Je sais pas si t'as un retour là-dessus aussi. Mais j'ai pas trop, vu que moi en fait je travaille assez peu je côtoie peu les bars et quand moi je vais dans les taprooms de brasserie plutôt. Donc j'ai pas trop de vision là-dessus. Mais plus par rapport, excuse-moi, je t'interromps, plus par rapport aux personnes qui viennent de la formation Horeca. Alors vraiment dans les gens que j'ai côtoyés pour l'instant, il y avait pas de craft en fait. Ouais. Donc c'était plutôt, il y a pas mal où c'est des bars d'hôtels. Oui, d'accord. Alors il y en a qui collaborent avec des brasseries. Il y a un hôtel qui a même sa bière, qui fait brasser sa bière que j'ai goûté, qui était assez sympa. Donc voilà, mais je pense que dans les hôtels bruxellois, ça marcherait et qu'il n'y a pas encore cette ce switch pour le faire. Évidemment, oui, au niveau des contrats, au niveau du pouvoir commercial, marketing des gros, c'est plus compliqué. Donc là, il faudrait tomber sur un chef de bar ou en tout cas des patrons d'hôtel qui ont envie de faire cet effort-là. Et c'est plus un effort pour l'effort et l'amour du produit. Ouais. Ce sera pas forcément pour la rentabilité. Ouais, ça, c'est sûr. Compliqué. Ce qu'il faut savoir, un truc qui m'a marqué, c'est énormément de personnes qui arrivent en Belgique qui sont du coup pas du tout dans le monde de la bière. J'ai encore des amis de quand je travaillais à la banque, etc. Donc ça brasse, c'est une boîte internationale, donc il y a plein de gens qui arrivent. Ils viennent, ils ont envie de boire une lèvre. Oui, d'accord. Je veux dire, c'est ce qui est connu, la lèvre ou la triple carmélite ou les grandes marques. Donc et dans leur pour eux, c'est dans leur référence, c'est la bonne bière, la chouette dégustation, etc. Donc il y a encore vraiment du travail. C'est pas une mauvaise bière, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres choses, et de savoir où elle se situe dans. Ce qui m'agace un petit peu par rapport à ce qu'on peut entendre de l'étranger, et si vous êtes fidèle du podcast, vous m'avez déjà entendu radoter 15 fois là-dessus, c'est sûr et certain, mais parfois ça donne une mauvaise image parce que alors c'est pas que je dénigre ces bières-là, chacun boit ce qu'il veut, c'est pas le problème, mais
évidemment que c'est plus ces bières-là qui seront à l'étranger mises en avant plutôt que notre savoir-faire des petits producteurs, enfin des petits brasseurs. Donc voilà, ça parfois ce qu'on devrait voir, on ne le voit pas assez, et ça m'ennuie un peu. Mais ça après, je pense que c'est la même chose on en parlait un petit peu avant le podcast de tout ce qui était local et étranger, hein, dans l'autre sens aussi. Oui. Et je pense, j'espère, ça c'est aussi ma petite casquette environnement qui parle, de un retour plus au local dans le sens où oui, soutenir nos producteurs, avoir des bières qui voyagent un petit peu moins, etc. Donc on verra un peu ce qui sera à l'avenir. Mais c'est le cas pour tous les produits, hein, c'est pas que pour la bière. Oui, on verra. On en reparlera plus tard. La boule de cristal qu'on n'a pas. Exactement. Dans l'épisode consacré au nouveau projet de Kevin l'Ouest, on a bien compris que tu étais guide pour les visites de brasserie, mais tu faisais déjà ça avant à la brasserie de la Seine à Bruxelles. C'est ça. Donc tu avais déjà cette casquette-là avant l'aventure. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Voilà, c'est une de mes activités régulières et quelque chose que j'aime vraiment bien. Alors je parlais de la brasserie de la Seine dans le petit quiz du début parce que je les connais je les suis depuis très 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 longtemps. J'aime bien en fait leur côté identitaire, c'est-à-dire que pour moi, ils ont leur propre levure qui est assez marquée. Et peu importe la bière qu'on va boire de chez eux, il y a ce côté, je sais que je bois une de la Seine, quoi. Que j'aime bien. Et au niveau qualitatif des produits, je trouve que c'est un très 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 bon niveau. Pour les visites, je me souviens toujours un jour, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais tu vas pas faire ça toute ta vie, c'est quand même un peu... c'est pas un peu chiant de devoir répéter tout le temps la même chose? Et en fait, pas du tout, parce que déjà, moi, j'adore ça, donc je compte bien continuer. Et pourquoi? Parce que chaque groupe est vraiment différent. Ça, on en parlait un petit peu avec Nicolas aussi la dernière fois. Et donc, oui, évidemment, le déroulé, il est là et on sait de quoi on va parler. Mais chaque visite est différente parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Ça arrive que des gens ne posent pas du tout de questions. Et là, c'est très dur. Quand il n'y a pas ce lien, on ne sait pas... surtout quand c'est en anglais et que c'est pas des anglophones, on sait pas si c'est parce qu'ils comprennent pas ou parce qu'ils sont fatigués ou parce que c'est dans leur culture. Ça m'est arrivé, je crois que c'était pas Amérique du Sud, je sais plus. J'ai eu une fois et en fait quand ils sont repartis, non c'était des Hollandais je crois. Quand ils sont repartis, ils m'ont dit merci. Donc je crois qu'ils avaient aimé, mais alors pendant le truc c'était extrêmement neutre, pas tellement d'interaction. Je dis bon, ils ont l'air de se faire chier, mais pas du tout. Donc voilà, et ça c'est des petites variables qui sont sympas. Oui. C'est vrai que le public n'est pas l'autre. Je me rappelle qu'on avait parlé aussi de plus que des enterrements de vie de garçon. Ça et puis des enfants qui moi des enfants ou adolescents, mais qui moi me paraît tellement compliqué. Mais voilà, c'est aussi ça la force de ce job-là, c'est d'intéresser les gens et toutes les personnes. Tu es membre de panel de dégustation aussi. Tu as été plusieurs fois jury dans différents concours. Est-ce que tu peux nous parler de ces expériences et est-ce que tu aimes cet aspect du travail de zytologue? Alors oui, j'aime beaucoup et je vais peut-être commencer en parlant de Monde Sélection, qui est donc une société qui donne des Quality Awards. Donc c'est des labels de qualité. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est pas du tout la même chose qu'un concours où là on compare des bières entre elles. Où on va du coup élire la meilleure, donc on compare les labels de qualité. On déguste un produit seul et on estime si ce produit remplit les critères et on lui attribue son label. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment
on va être à table avec d'autres personnes qui sont aussi experts de la dégustation, donc de pouvoir échanger. Comme tu me demandais tout à l'heure quel est le lieu que je préfère pour déguster une bière. D'ailleurs, j'avais dit voilà c'est pas la même chose que dans un concours, mais d'être en tout cas en groupe et de pouvoir échanger. Donc c'est un petit peu ça, parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus, parce qu'on a vraiment tous des sensibilités différentes. Donc moi, je vais avoir peut-être les notes un peu plus fruitées. Je suis très mauvaise pour décrypter tout ce qui est floral. Il y en a d'autres qui ont très très vite les notes florales. Donc on va échanger et comme ça on apprend en fait. On développe notre capacité de dégustateur, le fait d'avoir accès à des bières qu'on n'aurait jamais goûté parce que on voyage à travers le monde. J'ai goûté des bières de manioc, j'ai goûté des maltas qui sont plus un sirop de malt que vraiment une bière, donc c'est assez sucré, céréalier. Et donc quand on est en mode un peu juge de bière, on dit mais enfin c'est pas équilibré, c'est trop sucré. Mais en fait là de nouveau c'est un malta, donc il faut l'évaluer pour ce qu'il est. Oui. Donc cet exercice de devoir se remettre dans le pays, dans le style, non, ça demande vraiment une certaine pratique, et ça c'est vraiment très 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 enrichissant. Donc voilà. Donc le networking, développer l'exercice de dégustation et accéder à des produits qu'on n'accéderait pas forcément dehors. Oui. Et tu risques d'en faire encore. T'aimes ça si on te le repropose demain. Oui. De toute façon, mon sélection c'est régulier. Là, on est reparti pour cette année. J'ai la chance de pouvoir participer aux présélections de Brussels Beer Challenge. Oui. Donc ça c'est chouette. Et puis parfois je vais aussi au concours de la pêcherie que tu connais très certainement. On en reparlera dans quelques semaines, mois. Je dirais. D'accord. On en reparlera. Oui. Nathalie est sur le. D'ailleurs, faut que je réponde à ça. Bref. C'est ça. Là, on est en mode discussion. J'oublie moi que ça enregistre. c'est bon signe. C'est bon signe. Non, mais je ne vous oublie pas. Excusez-moi. Donc oui, bien sûr. Et puis j'ai fait aussi comment ça s'appelle, le Woman. C'était à Mayence en Allemagne, où c'est aussi un concours Woman Beer Trophy, je crois ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire sur le nom exact, mais bref, c'était vraiment intéressant parce qu'en fait tous les juges étaient des femmes, et c'était à la fois ce moment de partage et le fait d'avoir pris un week-end pour aller visiter Mayence, qui est une très belle ville en Allemagne, et d'avoir vu beaucoup de Kölsch par la même occasion. Et de nouveau, le concours, même si parfois, on va quand même pas mentir non plus, devoir évaluer de manière objective, parfois jusqu'à une vingtaine, parfois 30 bières. Parfois le cerveau commence à faire des petits bugs. Donc il faut. Alors ça c'est intéressant aussi. Avec aussi d'autres collègues, je vois que ça commence à se faire et on commence à en parler, le fait de cracher. Oui. Donc dans la bière, on doit déglutir, parce qu'il y a toute la partie arrière-goût, toute la partie amertume qui vient vraiment dans le fond de la bouche. Mais par contre, il n'y a pas besoin de forcément en boire toutes les gorgées. Donc moi j'ai commencé aussi à recracher en partie, en tout cas la bière. Je l'ai vu aussi chez d'autres personnes, et je pense que c'est une bonne chose aussi par rapport à la gestion de l'alcool, de pourquoi pas, quoi. Je veux dire, il faut parfois changer un petit peu ce qu'on a toujours fait. Oui. Mais c'est vrai que pour ce que tu as évoqué, c'est quand même important de la goûter complètement correctement. Mais bon, c'est vrai qu'il faut bien se noter qu'après 20 bières, on est peut-être moins ou plus objectif, je sais pas très bien comment il faut le dire, mais c'est sûr que ça a un impact sur la dégustation. C'est ça. Comment vois-tu le métier de zytologue à l'heure actuelle, et surtout comment est-ce que tu le vois dans le futur? Comment est-ce que tu le vois évoluer, et surtout est-ce qu'il va évoluer? C'est une très bonne question, et là de nouveau personne la boule de cristal, on aimerait bien l'avoir. Alors
pour moi, le métier de cytologue aujourd'hui, et même si en soi il existe depuis longtemps, ça reste quelque chose d'extrêmement jeune où personne ne sait ce que c'est. Soyons honnêtes. Bah nous, toi comme moi, on est dans le monde de la bière, donc ok. Mais si on faisait un micro-trottoir, je pense que, je sais pas si ce serait pas 8 ou 9 personnes sur 10 peut-être, qui ne sauraient pas. Donc c'est extrêmement jeune avec ses avantages et ses inconvénients. Avantage, c'est qu'on peut un peu en créer presque le métier qu'on veut. Des avantages, c'est que les clients ils vont pas venir tout seuls parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Quand je dis créer le métier qu'on veut, en fait un zytologue il peut faire et avoir des casquettes différentes. Alors une même personne pourra pas être expert dans toutes les casquettes, mais ça peut être autant de la consultance en brasserie pour faire une création de recettes, pour évaluer le produit fini, pour faire un pitch marketing, c'est-à-dire de décrire le produit, de conseiller des accords, de faire des animations dans la brasserie. Donc en tout cas il y a toute la partie création de recettes, analyse de produits, etc. Quelque chose qui, pour l'instant, je ne fais pas parce que je pense qu'on va plus faire ça après une certaine expertise. Ça dépend aussi de ce qu'on a fait avant, mais voilà, moi la partie brassage c'est pas ou pas encore mon expertise, donc je fais peu ça. Il y a toute la partie en effet formation qui va souvent de pair avec l'animation, qui peut de l'histoire, de la fabrication, de tout ce qui est sommellerie, le côté transmission. Et là, on a vraiment aujourd'hui, on en parlait avec les connaissances des clients, on a vraiment un besoin de formation et de monsieur, madame, tout le monde pour que les gens soient plus conscients de la variété de styles, de comment s'y retrouver devant le supermarché avec tout ce qui est devant eux, mais aussi du personnel de l'Horeca, mais aussi de certains brasseurs qui sont parfois un peu démunis ou s'y perdent dans les styles ou parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont pas eu la chance de côtoyer beaucoup toute cette variété de styles aussi. Mais en fait, pour bien choisir ce qu'on va faire ou bien parler d'un produit, il faut quand même connaître certaines petites choses. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tout le monde est gagnant, plus il y a de la connaissance. C'est-à-dire que si moi j'achète une bière, c'est écrit, je vais prendre le truc classique de l'IPA. C'est écrit IPA dessus. Je la bois, elle est un peu acidulée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une IPA n'est pas acide. Normalement, on est sur de l'amertume et éventuellement des notes aromatiques ou un peu fruitées. Imaginons que celle-ci soit un peu foncée. Elle est brune et acidulée, par exemple. Et la personne aime ça. Super. Elle va racheter une IPA qui va être amère. Et non, mais c'est pas du tout une IPA, etc. Et en fait, pour moi, il y a vraiment cette importance de mettre le bon mot sur le produit qui est vendu et pour que le consommateur puisse s'y retrouver et savoir ce qu'il veut acheter. Et le brasseur, c'est mettre en avant son produit. Alors, je ne dis pas, on n'est pas obligé de rentrer 100% dans les codes d'un style, certainement pas, mais on peut mettre des petits mots, je sais pas moi, IPA un peu fruité, on peut rajouter des adjectifs qui vont décrire différemment le produit, mais plus on aura de connaissances, plus je pense le client va avoir envie d'aller découvrir et va être un peu rassuré dans ce monde qui peut parfois être qui peut faire peur à des personnes non averties. Et souvent, j'ai l'impression, en tout cas dans les gens qui travaillent déjà dans la bière, qui voient ça plutôt comme une contrainte. Mais pour moi, c'est mettre en valeur le produit et donc ça, je pense qu'il y a vraiment un besoin. Alors, je vais aussi je sais pas si je devrais ouvrir cette porte-là, mais comme je vais quand même souvent en France aussi, c'est un marché différent dans le sens où c'est un boom extrêmement rapide par rapport à la bière. Donc, je vois ça encore un peu plus. Ce besoin, on va dire, de formation côté brasseur. Donc voilà un peu la zytologie aujourd'hui. Donc il y a ces différents casquettes. Et puis, le dernier aspect que j'ai pas dit, c'est toute la partie sommellerie. Donc un zytologue peut aller aider un restaurant ou pour créer des accords, ou aussi pour créer une carte de bière, etc. Oui.
Et est-ce que tu penses que ça va rester comme ça ou est-ce que tu penses que d'autres attributions, est-ce que tu penses que le métier va changer ou on est dans la bonne voie là Alors, je pense que ce serait pas mal que ça se soit comme ça et que ça se sache plus. Oui. Plutôt dans le sens que ce métier soit plus valorisé et que ce soit de plus en plus clair pour un maximum de personnes de ce que fait un cytologue. Oui. Et pas forcément que ça doive changer. Voilà. Je pense que... Mais de nouveau... c'est aussi l'utilisation du statut. Il y en a qui sont formés, d'autres qui sont pas formés. Certains vont parfois s'autoproclamer aussi. C'est pas évident. Et certains ont énormément de compétences parce qu'ils ont beaucoup déjà dégusté et se sont formés de manière autonome. Donc c'est de nouveau assez difficile de dire qui quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, enfin, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est pas protégé comme. Non, ça je crois pas. Brasseur pas protégé non plus, donc le zytologue, je pense, ça m'étonnerait. En tout cas, pas tout de suite. Enfin, tu vois, microbrasserie, c'est quand même reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Que zytologue, même pas. Même donc, pas. donc compliqué. Oui. C'est quoi les prochains défis de Hoppies? Alors, Ou de Hélène, si tu cèdes les deux, je sais pas, mais. Pour l'instant, les sessions sont très limitées. Beaucoup de boulot et c'est très bien. Alors, ici, jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment... mais tu l'as vu, j'ai lancé mes ateliers aussi via la plateforme Weekendoo, qui est une plateforme qui met en avant... les ateliers auprès de différents artisans. Le but, c'est vraiment de promouvoir ça de plus en plus. Et puis pour 2025, j'ai vraiment le souhait de plus développer ma formation pour tout ce qui est bière et mets, vu que c'est un peu mon dada et mon expertise, et que là il y a de la demande. J'ai plein de personnes qui m'ont déjà demandé c'est quand les prochaines dates, etc. Et, pardon, je me permets de t'interrompre. C'est là, comme tu l'expliques, je comprends que c'est avec des particuliers entre guillemets qui voudraient s'informer et se former. Est-ce que dans le sens contraire, enfin je sais pas, d'un autre sens, travailler avec des restaurants, tu l'as déjà fait? Est-ce que tu comptes développer plus ça aussi? Alors j'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'ai déjà fait en mode atelier où j'ai collaboré avec chef ou traiteur, mais pas spécialement avec des restaurants. Donc ça pourrait se faire. Voilà, c'est quelque chose qui pour l'instant j'ai pas spécialement développé. C'est encore trop peu connu, je trouve. Ah oui, mais c'est pour l'anecdote, je me souviendrai toujours. C'était il y a quand même déjà longtemps, mais ça a pas beaucoup changé. Où je rencontre Jean Van Roy de chez Cantillon et on était chez Tilquin, tu vois, on change pas les endroits. Et on se connaissait pas, donc j'explique un petit peu ce que je fais, et donc je parle aussi de tout ce qui est accord. Et alors il me regarde et il me dit bonne chance. Oui, ça. Là, merci beaucoup. Et il me dit en fait en Flandre, c'est dans les mœurs. Les gens, il y a pas mal de restaurants qui servent des bières. C'est vraiment quelque chose qui est en place peut-être. Et en Wallonie, pas du tout quoi. Je pense que il y a eu le côté. Par contre, ça je sais pas pourquoi c'est plus développé en Flandre qu'en Wallonie, mais je pense qu'il y a eu le côté breuvage populaire. Ça faisait pas. Alors le terme est peut-être pas bien choisi, mais classe comme le vin, c'était pas quelque chose qu'on mettait avec le repas, quoi. Alors que historiquement on buvait de la bière avec le repas. Mais oui, je trouve que ça peine à démarrer. C'est vraiment très 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 compliqué et les restaurateurs n'ont pas, ils ne connaissent pas en fait. C'est même pas parfois c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'ont aucune idée du potentiel et de ce qui est possible de faire. Oui. Alors où on tombe avec un chef qui a vraiment envie de s'intéresser et qui est créatif mais je pense que pour la plupart, la majorité, tant qu'il n'y aura pas une réelle demande du client, je ne sais pas s'ils feront l'effort de s'intéresser. Après, c'est ma vision, je ne sais pas si c'est la bonne. Mais... C'est ça, donc on va changer les envies, on va leur donner envie aux consommateurs. J'espère, je souhaite, et je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Et de recentrer un peu sur la bière, ce serait, je trouve, vraiment une bonne chose, mais ça n'engage que moi et ma vision.
On est d'accord. Tant mieux. Si on veut faire appel à tes services, comment est-ce qu'on fait? On peut se rendre sur ton site internet? Je pense que c'est le plus simple. Alors, site internet, très simple. Donc, c'est Hoppies avec 2 P. Donc, HOPPYZ. Hoppies.com. De toute façon, en description. Voilà. Donc là, vous aurez tout ce dont on vient de parler. Et sinon, sur les réseaux sociaux, c'est aussi Hoppies Zytologie. Et vous, si vous tapez Hélène Alderweireld, vous trouverez, mais ça va peut-être pas vous aider pour que ce soit plus facile. Donc voilà. Alors, je t'avoue que j'ai tapé quand j'ai préparé le podcast ton nom et surprise, j'ai pas fait de faute d'orthographe dans ton nom. Donc il y a moyen de le trouver. Ouais. N'hésitez pas, mais c'est vrai que ce sera probablement plus simple de taper Hoppies. Ça dépend si vous regardez le football ou pas, voilà. Évidemment. Bien que je t'avoue que j'ai jamais regardé en entier le nom pour essayer de m'en rappeler. Il reste une petite rubrique, une petite question ici dans le podcast. Je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais je ne savais pas cette saison-ci si je devais la remettre et en fait alors les premiers invités après visite brasserie.be évidemment parce que vous je ne l'avais pas fait, je l'avais déjà fait avec Kevin donc je n'ai pas remis cette question-là, mais les premiers invités ont réclamé en fait de donner une question, donc j'ai recommencé cette petite rubrique cette année. C'est la fameuse question à l'aveugle. Donc pour t'expliquer en fait l'invité précédent pose une question à l'invité suivant en ne sachant pas du tout qui ça va être. Donc ici le dernier épisode, on a eu l'occasion d'échanger avec Gianni de la brasserie Noob. Je sais pas si tu as entendu parler de cette brasserie là qui se situe pas très loin d'ici à Elsaut. Et donc il t'a laissé une question sans savoir qui tu étais et j'ai dit dans l'épisode que je savais très très bien la réponse que en tout cas j'estime la réponse que tu vas donner, mais il a posé cette question-ci. Est-ce qu'une bière à base de Bacardi Breezer, alors est-ce que tu lui remets ce qu'est le Bacardi Breezer? Oui. Oui, très bien. Est-ce qu'une bière à base de Bacardi Breezer serait un crime contre l'humanité? Ben oui, parce que le Bacardi Breezer orange, c'est toute mon adolescence, donc on peut pas y toucher, et la bière non plus surtout. Ah donc, mais t'as commencé quand même en disant. Oui, c'est pour la boutade quand même. C'est pour la boutade. Oui, parce que je ne sais pas s'il y avait quelque chose de naturel dans ce. Non. Du sucre, pas très naturel d'ailleurs, mais. Et certainement une flopée d'arômes. T'as fait remonter des souvenirs là. On en parlera en off parce que j'ai eu ma période aussi. Donc oui, c'est de notre génération ça. Ouais, mais c'est vrai, on en reparlera. Ça me fait rire bêtement, mais voilà. Donc Gianni, on a répondu à la question. Donc du coup, je suis désolé, je vais peut-être meubler un tout petit peu sur le temps que tu réfléchis, mais il va falloir que tu poses une question à l'invité suivant. Alors je dois bien t'avouer, alors je ne me rappelle plus exactement la date de diffusion de cet épisode-ci. Mais on sera dans le courant du mois de novembre, donc je n'ai pas encore la personne. Enfin si, j'en ai plusieurs, mais il n'y a pas encore de date fixée avec les personnes, donc je ne sais pas qui sera le prochain. Mais voilà, franchement, laisse libre cours à ton imagination. Tu peux vraiment aller vers où tu veux, et si ça met un peu dans l'embarras, tant mieux, ça fera sourire à ce moment-là. Alors, c'est pas mais les exercices, alors ça dépend, une question sérieuse ou pas trop sérieuse, c'est moins drôle. Alors, non, ça peut être sérieux, mais c'est juste que peut-être que la personne qui va venir challenger un peu, quoi. Ben oui, mais tu vois, la fois précédente,
ils avaient posé une question par rapport à un zytologue et c'est pas du tout un zytologue qui est venu, donc. C'est ça, on ne sait pas. Est-ce que tu veux la question sur le zytologue? Alors, tu seras pas obligé d'y répondre, mais les personnes avaient demandé s'il fallait absolument s'appeler Kevin pour être zytologue, parce que du coup, je l'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent, mais comme il y avait Kevin Loest, il y a moi, il y avait Kevin Beaujean, je sais pas si tu vois très bien, et apparemment il y avait encore un quatrième, mais je me rappelle plus de qui ils ont parlé. Kevin Nolomon, alors je sais pas si c'était à lui, mais moi j'ai fait ma l'IFA PME avec Kevin Nolomon qui travaille à la gueuserie Tilka maintenant. Ah ben tu vois, donc voilà, on en a 4 déjà. Vous nous battez parce que côté féminin, on est 3 Hélène. Ah ben tu vois. Est-ce qu'on, mais alors ça a été évoqué déjà dans l'épisode, je crois que c'est précédent. Est-ce qu'on ne ferait pas une confrérie, tu vois, entre Kevin Zytologue et Hélène Zytologue? Donc voilà. Exactement. Donc je ne sais pas si tu as une question comme ça qui te vient à l'esprit, sérieuse ou pas, c'est pas c'est pas très grave. Non, mais j'ai une idée de mon thème, faut que je trouve ma attends. Alors, tant que Hélène réfléchit, j'ai remis le nez dans la triple barrel. C'est ultra gourmand. Hein. Allez, j'ai trouvé ma question qui va être quand même une dédicace à la région où on se trouve. D'accord. Vu qu'on est dans le pays de Herve. Exactement. Et ce sera aussi, pour faire un clin d'œil à moi qui aime beaucoup les accords, quelle bière pour le fromage de Herve. D'accord, ok. Je me réjouis de voir qui va venir, qui va se coller à cette belle question. Parce que du coup, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir la réponse. Je vais d'ailleurs un petit peu y songer. Tout à fait. Je te remercie pour cet épisode. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, s'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé et que tu voudrais évoquer avant la fin du podcast. Eh ben, je pense qu'on a abordé un peu tous les sujets. Donc, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Et voilà. Et donc, je dirais juste, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des envies d'ateliers, de formation, et tout simplement, si vous avez envie de faire connaissance, n'hésitez pas. Eh ben, je mettrai de toute façon en description, j'y arriverai, les différents réseaux sociaux et ton site internet. N'hésitez pas à vous abonner aussi aux réseaux sociaux de la Bière Patrie si ce n'est pas déjà fait sur Facebook et Instagram principalement, même uniquement. Il y a un site internet et évidemment il y a YouTube où on peut également interagir pour les vidéos. Je te remercie vivement d'être venu et d'avoir accepté la deuxième invitation. Du coup, la première c'était dans le groupe et ici c'est bien parce qu'on a pu parler de toi. Voilà, on va clore merci beaucoup. On va clore cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la Bière Patrie. Santé à toi. Bonne journée.